Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, en reportage, une belle pêche à l'éperlan à la BDAA avec Berkane Coban et Mélanie Davis-Lapointe. Et on reçoit, bien entendu, notre technicien spécialiste, M. Vincent Cloutier, qui vient nous parler des mouches pour la pêche. C'est toujours un grand plaisir de recevoir Vincent Cloutier à l'émission parce qu'il nous arrive toujours avec un sujet intéressant. Salut Vincent. Salut Sylvain. Je vois déjà sur la table que tu nous présentes des mouches pour la pêche. Oui. Je trouve ça le fun parce que je trouve que c'est une technique de pêche qui s'est démocratisée beaucoup dans les dernières années. Les gens veulent avoir une nouvelle sensation, puis je pense que la pêche à la mouche vient chercher cette sensation-là. Oui. Souvent, les pêcheurs à mouche, ils ne retournent pas à la pêche à cuillère après ça. C'est plus difficile, difficile quand ils ont connu... parce que la petite truite au bout d'une canne, si je prends ça comme exemple, on la met toujours beaucoup plus grosse parce que la sensation... puis de voir le poisson venir se nourrir d'une mouche, ben c'est quand même... C'est comme pêcher ou chasser à vue. Tu la vois venir, tu fais au bon moment. Fait que c'est plein de nouvelles sensations, puis les mouches évoluent en conséquence, je crois. Oui, écoute, j'estime à peut-être... 1 million de sortes de mouches, là. Pas de famille, mais de ça. De ça. Quelque chose. Mais il y a plusieurs familles de mouches quand on parle mettons, des nymphes, des streamers, des mouches sèches, mouches noyées, mouches à saumon. Là, on grossit notre poisson et va avec des mouches spéciales pour le masquinongé, bord rayé. Ce que tu me dis, finalement, c'est que à peu près toutes les espèces de poissons sont possibles d'être capturées avec une mouche. Il y en a que c'est beaucoup plus dur, mais ça se fait, là, les grands saumons au lac Ontario. On les pêche souvent avec un type de mouche en particulier. Mais j'en ai emporté quelques familles, on va dire les familles les plus populaires, on va dire dans le coin ici. Là. Si on commence, Sylvain, avec la mouche, la nymphe. La nymphe. Oui. Souvent, la nymphe, c'est une mouche qui a déposé ses œufs à la surface. OK. Les œufs, quand ils éclosent, ils font une fausse mouche, on va l'appeler comme ça, une mouche qui ne vole pas, qui reste en profondeur. Bien, c'est ce type de mouche-là. On peut les utiliser pour souvent la pêche à la truite. OK. Comme... dans les mains, je pense que c'était la Tresa, qui est vraiment classique pour la pêche à la truite. Mais c'est une mouche qui va descendre entre deux eaux. On va l'appeler comme ça. D'ailleurs, elle représente bien la nymphe parce que le patron de la Tresa, comme tu l'as dit, stipule un peu le bourgeon d'aile qui est en train d'apparaître sur un insecte éventuellement qui va devenir adulte. C'est pour ça qu'elle est très prisée des salmonidés. Souvent, il faut vérifier aussi les éclosions. Là. On ne peut pas dire on prend telle sorte de mouche puis on souhaite avoir du succès. Oui, ça peut arriver, mais on regarde un peu les éclosions qu'on a présentement. Après ça, on tombe avec, on va l'appeler la mouche sèche. On la voit tout de suite dans le fond de la main, comment est-ce qu'elle se comporte. Hein? Elle flotte carrément au-dessus de l'eau. Oui, ça, c'est une mouche qui va être vraiment sur le dessus, que l'action, on va dire, du mouvement, c'est souvent pour la faire sécher et la déposer à l'endroit où ce qu'on veut. Donc ici, c'est souvent ce que les gens trouvent le plus spectaculaire, de voir le poisson venir en surface, ramasser une mouche sèche. Mais c'est pas ça qui nous donne souvent le plus grand succès de pêche. La mouche, lorsqu'elle descend à quelques centimètres sous la surface, c'est souvent là la zone d'alimentation des poissons. C'est très rare qu'ils viennent à la surface. En effet. On a la famille que je vais appeler les streamers, que souvent ça limite un poisson. Un petit poisson. Un petit poisson fourrage. Ouais. Et là, on en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. C'est vraiment des belles mouches. Oui, il y en a qui ont on appelle ça des mouches plombées. Souvent, les mouches plombées, l'hameçon est vers en haut. OK. Pour être sûr que ça ne se prenne pas, vu qu'elle est plombée, elle va descendre plus profond, que ça ne se prenne pas pour rien dans les algues. Souvent, on l'utilise à la traîne. C'est une mouche qu'on peut installer en arrière d'une cuillère ou directement sur une soie, on va appeler calante. Une soie calante. Qu'on peut utiliser pour le salmonidé. Autant la petite truite que la ouananiche.
En parlant de Wananiche, on a la mouche tube qui est beaucoup utilisée. Oui, souvent qui vient avec un bout de fil, en effet. J'ai déjà pêché là-dessus, justement. Tu parlais des gros salmonidés du lac Ontario. C'est véritablement une des catégories de mouches qu'on utilise là-bas, avec un petit trépied au lieu d'un hameçon simple. Il y a toujours les mouches à saumon. C'est des mouches que je trouve un petit peu particulières concernant l'apparence puis la qualité des hameçons. Bien, merci beaucoup, Vincent. Ça fait une belle revision des catégories de mouches. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un des rares produits qui ne se fait qu'à la main. Il n'y a aucune machine qui existe encore à les fabriquer. Merci, Vincent. On se revoit plus tard. On est présentement dans la région du Saguenay, exactement dans le fjord, dans la baie des Aa. On est venu faire une petite pêche à l'éperlan en famille. Dans le milieu. Oui, c'est bon, le riz. Comme ça de l'autre côté. Alors, on vient d'arriver à nos cabanes de pêche. On est présentement dans le fjord du Saguenay, dans la baie des Aa exactement. Je suis en présence de Mélanie de Pêche et Aventure Saguenay qui va nous parler là, finalement des équipements des cabanes qu'ils louent, également le nombre de cabanes qu'on a ici parce qu'il y a des particuliers aussi qui viennent pêcher et les accès. Donc, on a deux types d'accès qu'elle va pouvoir nous parler à l'instant. Oui, en fait, je peux commencer tout de suite avec les accès. En fait, les villages de pêche blanche ici sont gérés par l'organisme Contact Nature, qui est un organisme à but non lucratif mandaté par Ville-Saguenay. Donc, le village de pêche est vraiment très sécuritaire ici. Ça nous prend beaucoup de glace pour embarquer. Donc, quand ils donnent l'autorisation pour embarquer ici, on est certain qu'il n'arrivera rien. Donc, on peut embarquer sur les glaces avec notre véhicule. Il y a aussi des entrées pour les motoneiges, les VTT. Nous, en fait, on loue du prêt à pêcher. Donc, les cabanes à pêche sont chauffées au propane à l'intérieur. Vous avez les trous qui sont percés. Ça vient avec l'équipement de pêche. On en a pour les deux types de pêche, soit à l'éperlan ou au poisson de fond. Donc, l'éperlan, on parle de tout petits poissons qu'on pêche à peu près dans une vingtaine de pieds d'eau. Mais le poisson de fond, lui, on pêche ça dans plus de 360 pieds d'eau. Donc, c'est très, très, très profond. Donc, quand les gens arrivent ici, on leur donne un accueil 101 avec un petit cours pour leur montrer comment on pêche ça avec autant d'eau en dessous. Puis, après ça, les gens sont prêts à passer une super journée. Oui, ça, il est plus gros, lui, un peu. C'est un peu. C'est pas pire, ça! Fait qu'on a vraiment une grosse chaufferette, une truie qu'on appelle. Oui, à l'huile. À l'huile, c'est que ça, quand on arrive, on est sûr de ne pas manquer de chaleur. Non, en effet. Là, Mélanie va nous parler de type d'équipement qu'il faut avoir pour la pêche à l'éperlan. Oui, donc ça, c'est quand vous arrivez à la cabane à pêche, en fait, vous avez déjà toutes les cannes à pêche qui sont montées comme ça, avec un bas de ligne. On appelle ça une mitraille. Il y a vraiment beaucoup d'hameçons dessus. Puis, on a un voleur à la toute fin. Ça, c'est la cale qui nous permet de descendre dans le fond. Puis, on appelle ça un voleur parce que souvent, parce qu'un éperlan, c'est tout petit, c'est super rapide. Fait que quand on n'est pas capable de le piquer sur l'hameçon, mais qu'on donne un coup en montant, bien, on va le voler au passage, tout simplement. Fait que je vous dirais quasiment que 70% du temps, on le ramasse par le voleur en bas. Fait qu'à défaut de se faire voler le leurre, nous, on Exactement. appelle le voleur, fait qu'on va voler le voleur. C'est ça. En plein ça. Puis, nous, ce qu'on fournit comme appât, c'est du cœur de bœuf, déjà pré-coupé en petits morceaux comme ça. Mais il se vend aussi dans tous les bons magasins de chasse et pêche. Des powerbaits comme ça, il y en a de différentes couleurs, mais je ne sais pas pourquoi les éperlans du fjord adorent le rose, mais c'est une couleur qui fonctionne très bien. Donc, c'est une couleur qui est aussi attractive, là, si on veut. Fait que, puis ça dégage une odeur dans le fond. Fait que c'est vraiment des petites guimauves qu'on appelle, qui, eux, quand ils vont tomber dans l'eau, vont devenir plus molles, en fait, un peu. Puis ils vont dégager de l'odeur. Fait que ça, c'est pour attirer le poisson. Fait que c'est pas mal ça, là, le setup parfait pour une pêche à l'éperlan. Puis ce qui aide aussi, c'est que vu que c'est un leurre qui est très mou, oui. L'éperlan, à ce moment-là, au niveau de la bouche, l'hameçon est plus facile aussi à ferrer. À le piquer. Tandis que le bœuf, lui, c'est une viande qui est beaucoup plus dure. C'est ça, exactement.
quand on parle de poissons de fond, on parle, en fait, dans le fjord du Saguenay, il y a au-dessus de 60 espèces de poissons différentes. Quand on parle de poissons de fond, majoritairement, ce qu'on va prendre, à 80 du temps quasiment, je dirais, c'est du sébaste. On prend beaucoup de turbo, qui est le flétan du Groenland. On prend de la morue. Il y a 3 types de morues qui sont présentes dans le fjord du Saguenay. La morue franche, la morue ogak, la morue saïda. Puis, sans oublier les espèces qu'on doit remettre à l'eau obligatoirement. Alors ici, dans la cabane, il vient de s'attraper une petite licode. Licode, c'est un poisson de fond, considéré comme un poisson de fond. On l'a pris dans pas creux en même temps que les perlants, dans environ 20 pieds d'eau. Ça, c'est un bébé, mais ça vient facilement de 20 à 25 pouces là, comme grosseur. Puis ça, à ce moment-là, ça a une valeur culinaire recherchée. Puis présentement, celui-là, on va le remettre à l'eau parce qu'il est trop petit. Ici, le poisson a mordu dans le dernier hameçon, celui qui était le plus proche du grappin. Ce que ça veut dire, c'est que notre poisson là, a tendance à se tenir près du fond. C'est un bon indicateur pour savoir à quelle hauteur qu'on pêche. Aujourd'hui, ça a beaucoup mordu sur cet hameçon-là. Ce qui va être important, c'est toujours de mettre un beau leurre ou bien une nouvelle bouchée pour s'assurer qu'à chaque fois, là, ça soit bien garni au niveau de l'hameçon. Si vous regardez les autres hameçons, on s'est fait voler notre offrande, nos leurres. On s'est fait voler, tout ce qu'on s'est fait placer a été pris. Fait qu'il reste au moins 50 % d'appât sur les hameçons. On va s'assurer d'en remettre. Quand on vient ici à la pêche à l'éperlant en cabane, le pourvoyeur souvent nous fournit des montages prémontés avec uniquement des hameçons. Dans ce cas-ci, moi, j'achète des kits prémontés avec des hameçons et des imitations de mouches ou de plumes, là, tout dépendant du jargon qu'on veut utiliser. Ça se vend là, à proximité, là, ici à la baie. Et ce type d'hameçon-là est monté avec une bille phosphorescente, qui veut dire qu'il brille là, à la noirceur. C'est qu'il faut penser que sous la glace, peu de luminosité. Fait que beaucoup plus attractif pour attirer le poisson qui est à certaines distances de notre leurre. Après ça, dans le type de poêle qu'on voit ici, c'est un poêle synthétique en plastique, mais on retrouve un flash à l'intérieur, un flash lumineux, qui permet de refléter aussi la lumière. Ça a un effet aussi là, d'être attractif dans le sens que le poêle ici se met à grouiller ou à bouger. Puis ça a l'air beaucoup plus naturel et ça cache l'hameçon. Dernière chose, sachez que cet hameçon-là est beaucoup plus petit que l'hameçon fourni par le pourvoyeur. Dans ce temps-ci, ce qu'on nous dit, c'est que l'éperlant est beaucoup plus petit. C'est beaucoup plus facile de ferrer ou d'attraper le poisson dans ce contexte-là. Et il faut savoir que l'éperlant, en moyenne, ce qu'on prend présentement, c'est du 6 pouces. Mais là, on est beaucoup plus à 4-5. Quand on est dans 6-7 pouces, c'est du gros. C'est ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, il y a le grappin ici. Le grappin qui est fourni par le pourvoyeur ou le voleur, comme on disait, est fourni habituellement juste avec 4 ou 6 hameçons. Dans ce cas-ci, il s'en vend avec tout un attirail d'hameçons pour effectivement s'assurer d'attraper le poisson en le grappant par le corps ou en l'agrippant au niveau des hameçons quand on manque notre ferrage initial avec un hameçon seulement. Fait que ça, c'est des choses qui sont optionnelles que vous pouvez acheter. Autrement, c'est sûr que vous pouvez aller avec le kit de base, mais il faut aussi s'attendre à prendre peut-être moins de poissons. Il est mieux d'avoir de l'équipement diversifié. Alors, je vais mettre ma ligne à l'eau. Il s'agit de garder une tension avant de mettre la ligne à l'eau, puis de tenir vraiment la ligne centrée au centre du trou pour s'assurer que quand nos hameçons vont descendre, que ça ne s'agrippe pas au niveau de la paroi là, qui est glacée. Alors, en le mettant en plein centre, on laisse descendre, puis on garde une tension avec notre main et notre fil pour que ça descende tranquillement, s'assurer que ça ne l'accroche pas. Une fois qu'on a passé la zone de glace, on peut laisser dérouler plus longtemps, sans tenir, c'est-à-dire laisser une chute libre. Quand la ligne finit de dérouler, on a un mou dans notre ligne, on le voit parce qu'elle est plus tendue. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène notre ligne pour garder une tension, toujours en gardant la ligne centrée avec la circonférence du trou. Et une fois qu'on sent la pression, le poids finalement du voleur, c'est-à-dire les hameçons qui étaient plombés, à ce moment-là, on garde ça à environ 2 pouces du fond. Et on pointe toujours la canne, là, le sillon du devant de la canne, là, face à l'orifice du trou, pour s'assurer que quand on fait, ça donne vraiment plus de latitude là, pour parcourir une plus grande distance.
Il y a deux types de façons de pêcher. La première, c'est soit qu'on fait ça puis on le dépose sur un support à canne. Ça, c'est dans un contexte où on se dit, bon, ben, on veut juste relaxer, socialiser puis surveiller le sillon de notre canne. Ça, c'est quand on est des pêcheurs passifs. Si on est un pêcheur actif, l'autre truc, c'est de dire, bon, ben, on tient la canne sur une main et tranquillement, on bouge de quelques pouces seulement, bien tranquillement, en enlevant, en descendant notre sillon de canne pour attirer le poisson et on prend une pause. Les pauses, habituellement, sont de 10 à 15 secondes. Ça peut être 30 secondes. Puis on surveille toujours notre fil dans le fond de l'eau. Si le fil se met à avoir du mouvement, on sait qu'un éperlan a pris notre leurre. À ce moment-là, on fait instantanément. L'autre option, c'est de surveiller le sillon de notre canne. Si on voit que le sillon de notre canne donne 1 à 2 coups en descendant, ça veut dire aussi qu'on a une attaque. Il faut absolument ferrer. Il ne faut pas attendre. Puis pour ferrer, la technique, c'est de lever le plus haut possible en ligne droite vers le ciel, environ là, une distance de 3-4 pieds d'un coup sec. Puis à ce moment-là, on garde toujours une tension. Ça permet d'éviter que le poisson là, décroche l'hameçon. Puis en gardant la tension, on essaie de voir si on sent encore des coups. Si on sent des coups, c'est que le poisson est là. Et on ramène à ce moment-là avec le moulinet le fil de pêche, toujours en gardant en plein centre notre ligne pour s'assurer que le grappin ou le voleur n'accroche pas sur le bord de la glace. Alors, on est rendu à la fin de notre journée de pêche ici dans le fjord du Saguenay, dans la baie des A exactement. On a choisi la pêche à l'éperlan plutôt que la pêche au poisson de fond, étant donné que l'éperlan, c'est un poisson qui est facile à prendre en quantité et en attaque également sur nos leurres. Fait qu'en famille, c'est un choix de prédilection. Tous les enfants ont pris du poisson aujourd'hui, y compris les adultes. Donc, on a une 60aine d'éperlans de prix en quelques heures seulement. Si on choisit les bonnes heures de marée, si on a le bon équipement et les bons leurres, c'est sûr qu'on va faire une belle qualité de pêche au niveau de l'éperlan. Alors, je vous invite à venir pêcher ici à l'éperlan et à demeurer à l'affût. Au plaisir. J'espère que le reportage vous a plu. On aime ça à l'émission À l'affût, vous présenter des destinations, mais des espèces de poissons que l'on pêche peu souvent. Et j'ai le grand plaisir de recevoir en studio notre pêcheur dans le reportage, Berkane. Salut Berkane. Bonjour Sylvain. Merci de te joindre à moi pour un peu agrémenter le reportage. Une pêche à l'éperlan à la baie des A. C'est quelque chose de faisable pour à peu près tout le monde? Effectivement, je trouve que c'est la qualité de pêche qu'on peut le faire le plus en famille. C'est un poisson qui est assez facile à prendre. Ah oui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fjord, où on est allé pêcher, c'est la baie des A, on a une 60aine d'espèces de poissons. Les poissons qui se prennent le plus facilement, c'est l'éperlan, c'est sûr que c'est le premier. Mais on peut prendre assurément du sébasse aussi, du flottant et de la morue. C'est d'autres poissons qui mordent bien. J'imagine que c'est pas tout à fait à la même profondeur de pêche. Effectivement. On parle de poissons de fond habituellement parce que c'est des poissons qui sont dans le fond. Oui. Les autres types de poissons, comme on parlait là, de la morue, par exemple, ou le sébasse, on va prendre ça jusqu'à 300 pieds de profondeur. Quand même. Tandis que l'éperlan, on va se rapprocher des berges ou de la route. Fait que les premières cabanes, c'est ceux-là qu'on voit, c'est souvent entre 15, 20, 30 pieds au maximum de profondeur. Je sais que s'ils sont bien organisés, il y a la possibilité de faire affaire avec un pourvoyeur. Je pense que c'est un peu ça que tu as fait. Mais quelqu'un qui veut se présenter là, y a-tu moyen, par exemple, de s'organiser par soi-même ou tu recommandes quand même certaines étapes avant ça? Ben moi, je recommande de passer par pourvoyeur, surtout si on a une famille, parce que les cabanes sont chauffées. Ah oui. Fait que pour les enfants, ils peuvent jouer dehors, venir se réchauffer. Mais si les gens là, veulent faire des activités à l'extérieur, faites vous-même aussi faire vos trous. Faut savoir que on n'a pas besoin de permis de pêche là, dans le fjord, c'est juridiction fédérale. Exactement. Alors, c'est accessible pour tout le monde. Puis le pourvoyeur, habituellement, ça peut coûter environ 100 $ par cabane, mais pour une famille, 150 $ environ, ça serait un coût normal. Pour une belle journée de pêche, finalement, que les enfants vont capturer du poisson. Tout à fait. Puis ce que je vous invite à faire, c'est que je vous invite à passer à l'accommodation des 21. C'est à peu près le seul magasin général qu'il y a. Okay. Les gens sont bien expérimentés pour venir nous donner des leurres là, qui vont mordre ou des appâts ou peu importe. Ça marche. Puis il faut retenir que le pourvoyeur, souvent, va nous mettre des kits de montage avec des petits hameçons simples et du fouet. Alors que à l'accommodation des 21, on peut acheter des kits montés qui sont des plumes ou des mouches, des imitations de mouches, des tout petites mouches avec du flash lumineux qui va attirer le poisson. Ah oui. Et le truc final à retenir, c'est vraiment mettre une petite pâte, là, un power bake. Là, on le voit sur le reportage. Une petite pâte. Le rose avait l'air d'être bien produit pour les parlants. Okay. On vient colmater ça sur l'hameçon un peu pour cacher l'hameçon aussi. Puis ça dégage une odeur.
OK. Fait que ça augmente vraiment la qualité de pêche. Et là, tu descends ça à combien de pieds à peu près? On descend jusqu'à dans le fond, puis on a un poids, là, souvent, qui va faire descendre tout. Il y a 6 hameçons de montée, là, avec des hameçons numéro 8. Ah. On descend dans le fond, puis on attend que la canne morde. OK. Et j'imagine que c'est réglementé. Y a-tu des quotas de ça, Berkane? De mémoire, nous, notre quota, c'était 120, c'est réglementé. Ça peut changer à chaque année selon le ministère de la Faune. Mais effectivement, il y a des quotas. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, là, le poisson, il est facile à prendre. Malgré les quotas, on arrivera rarement à l'atteindre. OK. Mais parle-moi de tes statistiques que tu me parlais hors d'onde, que par brimballe, ils ont réussi à sortir un chiffre quand même de la quantité de poissons possible à être capable de sortir. En 2020, là, le ministère, ce qu'il faisait comme étude, a ressorti que pour une brimballe par pêcheur, moyenne à l'heure, c'est 4,5 éparlants. Il faut retenir aussi que l'éparlant a une durée de vie environ de 5 ans. OK. Ça fait que ce qu'on prend, là, puis à 5 ans, là, la grosseur maximale, c'est pas mal 25 cm, c'est-à-dire 10 pouces. Mais règle générale, c'est du 15 cm la moyenne qui se prend. Il ne faut pas s'attendre à prendre un poisson combatif ou en grosseur, c'est la quantité qu'on vise. C'est la quantité. Et d'ailleurs, l'éperlan est reconnu comme étant un excellent poisson à consommer, une chair très fine. Et les vrais amateurs d'éperlan vont continuer à le capturer justement pour ses propriétés culinaires. Mais parle-moi du truc que tu as développé pour bien conserver ton poisson, Berkane. Moi, je le nettoie comme la truite mouchetée, c'est-à-dire qu'on le rouvre par le ventre, on enlève les viscères, la colonne de sang. Par la suite, je dépose sur une plaque que je congèle. Une fois qu'ils sont congelés, je plonge rapidement l'éperlan dans un bol d'eau glacée. Ah oui. Puis ça vient faire comme un petit filet d'eau qui va congeler par la suite, puis qui va venir protéger la chair. Ça évite là, justement au poisson là, de sécher. Souvent, on retrouve ça, là, des couleurs blanchâtres. Là. C'est quand le poisson est séché, fait que ça permet là, de le conserver. Je le roule après ça dans un papier ciré ou un papier là, de congélation. OK, intéressant. Puis c'est une activité sécuritaire, parce que j'imagine qu'il y a encore du trafic maritime sur ce fjord-là. Effectivement, il ne faut pas aller plus loin, plus proche plutôt de 100 mètres des bateaux. Fait que ça, c'est une interdiction qu'on a là, du fédéral. Okay. Puis il faut savoir que la pêche commence, là, du moment que c'est sécuritaire, il rouvre à partir de fin décembre jusqu'au début mars. Ça marche. Excellent. Ça a été un grand plaisir de t'accueillir à l'émission, Berkane. Ce complément de reportage sûr est très apprécié de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci. Eh bien oui, c'est malheureusement déjà terminé pour nous, votre émission à l'affût. Je tiens à remercier Berkane Coban et Mélanie Davis-Lapointe pour leur reportage de pêche. Et nous, bien, on se rappelle que quoi qu'il arrive, nous restons à l'affût.